Mathieu Orphelin est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes député français du Maine-et-Loire, à Angers précisément. Vous êtes membre apparenté du groupe Liberté et Territoire après avoir soutenu La République En Marche, après avoir appartenu au parti d'Emmanuel Macron. Vous êtes écologiste. Alors tiens, peut-être avant de parler de ce plan d'urgence pour les hôpitaux français, une question. Si la présidentielle française avait lieu aujourd'hui, est-ce que vous revoteriez pour Emmanuel Macron ? Oh, moi, je ne fais pas vraiment de politique fiction de ce type-là. En tout cas, j'ai toujours assumé mon ralliement à Emmanuel Macron à l'époque, au tout début 2017, quand Fillon et Le Pen étaient au plus haut dans les sondages. Et à ce moment-là, effectivement, j'assume encore aujourd'hui de l'avoir rejoint, d'avoir travaillé avec son équipe sur l'écologie, d'avoir fait campagne résolument, puis d'avoir fait pendant 18 mois au sein du groupe parlementaire La République En Marche le maximum pour que ça passe. Un nouveau face-à-face, se dessine, semble-t-il, pas de politique fiction entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'à force de faire un vote anti-Marine Le Pen, au fond, ce soit elle qui l'emporte ? Moi, je ne crois pas qu'il faille restreindre et limiter la politique française à un affrontement entre deux candidats, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je crois que le débat démocratique en France doit être beaucoup plus global et effectivement, il faut sortir de cet affrontement ou de cet affrontement que certains voudraient écrire. Il y a beaucoup plus que ça à mettre dans la politique. Il faut que l'ensemble des forces politiques puissent s'exprimer et puis qu'on sorte de ce duel-là qui me paraît porteur aussi d'un certain nombre de difficultés. Marine Le Pen et le Rassemblement national sont assez faciles à contrer quand on arrive dans le concret de leurs propositions, quand on arrive dans la confrontation d'idées. Donc organiser un face-à-face uniquement entre deux candidats ne me paraît pas souhaitable dans notre système démocratique, pour être très clair. Alors on va maintenant voir quelles sont les principales mesures de ce plan d'urgence français pour l'hôpital public, alors que des grèves depuis des mois concernent notamment les urgences. On se retrouve juste après. Alors que 268 services d'urgence sont en grève partout en France et que le malaise ne cesse de grandir, les annonces du Premier ministre ce matin étaient très attendues. L'idée de ce plan, c'est de redonner de l'oxygène à cette communauté des soignants. Première annonce, le budget des hôpitaux va augmenter 1,5 milliard d'euros sur 3 ans. Et l'État va reprendre sur 3 ans également 10 milliards de la dette des hôpitaux, soit un tiers de celle-ci, pour leur permettre de retrouver des marges de manœuvre. Puis Agnès Buzyn annonce une prime de 800 € annuels pour les 40 000 infirmiers et aides-soignants d'Île-de-France qui ont du mal à se loger. Pour les syndicats, les annonces de primes et de reprise de dette sont certes concrètes, mais insuffisantes. Le système des primes, c'est un système, par exemple, sur lequel vous ne cotisez pas pour la retraite et qui n'est pas compté dans votre retraite. C'est donc un système qui est pas forcément pérenne. Cette dette a été créée par le système de financement et donc c'est une conséquence des choix budgétaires qui ont été faits par les pouvoirs publics. Ça peut redonner des marges de manœuvre à certains investissements, mais évidemment, si on ne modifie pas en profondeur le système de financement, on va recréer de la dette. Avec ce plan budgétaire, le gouvernement entend moderniser les hôpitaux. Mathieu Orphelin, c'est le remède qu'il fallait ? En tout cas, il fallait une réponse politique du gouvernement. Voilà, on peut regretter qu'elle ait un peu tardé. On aurait pu traiter ça dans les dernières semaines, les derniers mois, au moment de l'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a quelques semaines à l'Assemblée, parce qu'effectivement, la situation dans tous les hôpitaux, elle était très difficile, elle est très difficile. Les mots qui sont utilisés par les soignants quand vous visitez, comme je l'ai fait au CHU d'Angers par exemple, l'ensemble des services, quand vous échangez avec les gens, les mots utilisés sur la situation sont évidemment très durs, très rudes, et la situation méritait des mesures. Donc là, le gouvernement prend un certain nombre de mesures chiffrées, on l'a vu. Je crois que c'était essentiel qu'il y ait cette réponse. Après, on peut avoir des appréciations sur les niveaux, sur la pérennité de ces dispositifs, mais force est de constater que oui, il y a une réponse politique avec des moyens supplémentaires, la reprise d'une partie de la dette, avec des primes pour un certain nombre de personnels et notamment des primes renforcées pour ceux qui habitent en Île-de-France, avec effectivement une croissance un peu plus forte, même si ça reste limité, mais des dépenses de santé, de la
participation de l'hôpital à cette enveloppe-là. Donc voilà, moi je crois qu'il y a des mesures, il faut en tout cas acter ce premier effort et puis continuer à réformer l'hôpital, à s'inscrire dans la durée, parce qu'effectivement la situation était devenue dramatique. Donc tant mieux s'il y a des réponses supplémentaires. Alors ça concerne bien entendu la ville d'Angers, comme toutes les communes de France, les 36 000 communes de France. Emmanuel Macron s'est exprimé hier au Congrès des maires de France et il a notamment déclaré qu'il n'était pas favorable à ce qu'il appelle des listes communautaires. Est-ce que vous adhérez à son propos ? Oui, parce que ça pose tout un tas de difficultés. Évidemment que les listes communautaires, il peut y en avoir ici ou là, mais elles ne vont pas se déclarer telles quelles. Donc effectivement, moi je suis plutôt favorable et en phase avec la position d'Emmanuel Macron. C'est quoi une liste communautaire pour vous, Mathieu Orphelin ? Le problème, c'est que c'est surtout aujourd'hui une notion instrumentalisée par un certain nombre de responsables politiques, le Rassemblement national, Bruno Retailleau pour les Républicains, qui n'arrête pas d'agiter cette menace-là. Et c'est évidemment une façon de s'opposer. Non, mais attendez, celui qui a demandé l'interdiction des listes communautaires, c'est Bruno Retailleau, qu'on connaît bien dans notre région des Pays de la Loire, et qui fait de ces sujets-là des sujets de clivage, des sujets pour opposer, des sujets pour faire peur, pour stigmatiser, et notamment derrière, ce qu'il veut faire, stigmatiser les musulmans, etc. Donc on voit bien que c'est de l'agitation politique. Moi, je suis en phase avec la position du président de la République de dire pas d'interdiction a priori de ce liste-là, par contre une veillée à ce qu'il y ait le respect de la République partout en France et de toutes les règles qui s'appliquent aux listes électorales pour les élections municipales à venir. Et pour ces municipales, il y a ce qu'on appelle des dissidents. Le plus médiatisé d'entre eux s'appelle Cédric Villani, il est mathématicien, il ne marche pas seul. Autour de lui, il y a plusieurs députés, La République en marche, déçu du macronisme. Vous n'êtes plus à La République en marche, mais vous le soutenez. Pourquoi lui ? En tout cas, moi, je ne le considère pas comme un dissident. Je trouve que voilà, il mène une campagne pour Paris, libérer des partis politiques. C'est très bien. Je crois que c'est aussi cette façon-là de réinventer la politique, d'essayer de rassembler le plus largement. Alors là, le paradoxe, c'est ce que tout le monde avait vendu aux Français avec Emmanuel Macron, et le résultat, c'est que vous l'avez quitté. Donc non, mais enfin moi, pourquoi j'ai quitté le groupe La République en marche ? C'était à l'époque, en février dernier, pour alerter. C'est pas une décision facile, hein, c'était pour alerter sur la différence de rythme entre ce qu'on faisait, qui n'était pas rien d'ailleurs, hein, mais entre ce qu'on faisait et ce qu'il faut faire pour répondre aux grands enjeux écologiques et climatiques. Moi, je veux regarder en face les messages que nous donnent les scientifiques, que relaient d'ailleurs beaucoup les citoyens aujourd'hui, tant mieux, mais effectivement, c'était ça les raisons. Mais le renouveau démocratique, aujourd'hui, que Cédric Villani incarne, je crois, dans les candidats à Paris, c'est quelque chose de fondamental. Et je crois que les gens, au moment où on est dans une telle défiance face aux partis et aux responsables politiques, on peut avoir envie de candidats différents, qui sont dans des logiques beaucoup plus globales, qui ont envie de rassembler sur des projets et de rassembler des profils différents. Et moi, je crois que c'est ça aussi qui me plaît dans la candidature de Cédric Villani. Alors, dans votre livre, vous racontez pourquoi vous ne marchez plus donc, vos combats pour l'écologie. Quel a été le déclic, à partir de quand et sur quel sujet vous vous êtes dit, d'une certaine manière, je me suis trompé, si je veux faire avancer les choses en matière écologique, c'est pas là que je dois être? Vous savez, c'est un livre qui raconte un peu de l'intérieur comment ça s'est passé dans l'acte 1. Alors maintenant, le gouvernement, la majorité annonce rentrer dans un acte 2, tant mieux. Hein. Si jamais il y a plus d'écologie, on va juger sur les actes, on va voir texte après texte. Moi, je suis là pour que ça réussisse. Mais effectivement, dans les 18 premiers mois, ça a été compliqué de mettre l'écologie au cœur du projet du gouvernement. Vous racontez la nuit sur le glyphosate, notamment sur le vote. C'est un exemple parmi d'autres, mais effectivement, où là, le glyphosate qui est depuis devenu un symbole, alors que le sujet est très, très complexe, mais effectivement, sur ce sujet-là, sur les alertes qu'on avait lancées avant la crise des Gilets jaunes, sur un certain nombre de mesures qu'on portait, sur des textes comme la loi Asile-Immigration ou la loi anti-casseurs. C'était quoi la mise en garde, pardonnez-moi, sur les Gilets jaunes? Sur les Gilets jaunes, on avait été un certain nombre de députés, avec des collègues, Hugues Rançon, Guillaume Chiche, avec beaucoup d'économistes, à travailler sur tout le début 2018 sur des mesures d'accompagnement de la hausse du prix à la pompe. Parce qu'assez vite, sur les territoires, dès avril 2018, c'est remonté. Ouais, on sentait, personne d'entre nous avait
prédit l'ampleur du mouvement. Mais on avait, dès l'été dernier, dès l'été avant la crise des Gilets jaunes, l'été 2018, remis des propositions au Premier ministre pour dire il y a un sujet et il y a un problème sur les territoires ruraux, notamment sur les actifs les plus modestes, avec l'augmentation du prix du diesel à la pompe, et il faut des mesures d'accompagnement pour changer de véhicule. Mais pourquoi ce n'est pas fait? Vous dites d'achat. au service, au fond, d'une stratégie politique, mais laquelle? Et donc, à l'époque, nous, on a dès juillet remis des propositions très concrètes, dont une partie ont été reprises d'ailleurs fin novembre par le gouvernement, mais trop tard. Et souvent, malheureusement, on est un peu tard. Là, sur les hôpitaux, tant mieux qu'il y ait des mesures aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a une stratégie politique dans le parti d'Emmanuel Macron et dans sa vision du monde qui font qu'au fond, l'écologie n'est pas la priorité? Parce que vous le dites que ce n'est pas sa priorité. Non, je ne le dis pas comme ça. Moi, je dis qu'il y a des grandes ambitions affichées par Emmanuel Macron et que pour l'instant, on n'avait pas eu des traductions suffisantes par le gouvernement. C'est surtout ça. Sur l'acte 2, si il y a vraiment ce surplus d'écologie, moi je serais le premier à applaudir. Je note chaque avancée, chaque recul, chaque demi-pas, etc. Mais je crois que c'est fondamental qu'on change de rythme. Et c'est à ça qu'on va pouvoir juger l'acte 2. Il y a la Convention, un exemple très clair, il y a la Convention citoyenne pour le climat qui se déroule, qui a été mise en place suite aux Gilets jaunes, etc. Les 150 citoyens tirés au sort font un travail formidable. Moi j'appelle à ce qu'effectivement, dès qu'ils rendent leurs conclusions en janvier, on puisse, nous, à l'Assemblée, se saisir de ces propositions des citoyens. Mais vous savez, cet acte 2, c'est le lancement de la campagne présidentielle. Ça ne peut pas être que ça. Ça peut pas être que ça. Et ça doit être vraiment la concrétisation du surplus d'écologie. C'est pas si simple. On l'a vu à l'Assemblée nationale la semaine dernière, où le gouvernement a donné un avis favorable à un amendement présenté un peu en catimini pour revenir sur quelque chose qu'on avait voté l'année dernière, sur la fin de l'avantage fiscal pour l'huile de palme. Donc on voit que ça reste compliqué encore aujourd'hui pour le gouvernement. Heureusement, on a Mais au-delà des sujets de l'écologie, de l'environnement ou autre, dans votre livre, on a le sentiment qu'au départ, lorsque vous arrivez dans ce groupe à l'Assemblée nationale, il y a quand même une sorte de discipline. Vous citez notamment Richard Ferrand. Il faut voter le doigt sur la couture, hein, disons-le. C'est un peu ça quand même. Oui, moi d'ailleurs, dès le début, je le raconte dans le livre, comment dès le début, moi j'ai dit, attendez, ça ne peut pas être ça. Ce qui fait la richesse du groupe La République En Marche, c'est la biodiversité. On venait de parcours très différents, avec des compétences très différentes. Et c'est vrai que cette volonté, le mot de caporalisation à un certain moment du groupe, je crois, a été assez contre-productif parce que ça a un peu paralysé les énergies des uns et des autres. Et souvent, on a fait, par exemple, sur la loi Asile-Immigration, on a été 14 à s'abstenir. On avait l'impression de faire un péché, d'ailleurs l'expression péché véniel, péché mortel, qui avait été utilisée à l'époque. Mais voilà. Certains ont voulu dramatiser les différences d'expression dans ce groupe La République En Marche, alors qu'au contraire, ça doit être une richesse. C'est ça qui faisait la biodiversité, la force de ce groupe, c'est ces parcours et ces expressions très diverses des uns et des autres. Et très rapidement, pour finir peut-être, vous dites dans une série d'entretiens à la fin du livre, vertige des chiffres, si l'aéronautique était un pays, il serait déjà le 20e du monde en termes de PIB et 4e par son impact climatique, avec une croissance annuelle de 5%. Les avions polluent beaucoup plus qu'on le pense. Que faire ? Que faire? D'abord les faire contribuer, effectivement, et c'était une mesure que j'avais proposée dans la loi mobilité avec quelques autres députés qui, à cette époque-là, n'avaient pas été retenus et qui, finalement, le gouvernement, en juillet dernier, a décidé de mettre en place une éco-contribution sur le transport aérien. Très bien, il faut aller plus loin maintenant, sûrement à l'échelle européenne, et puis il faut repenser notre relation au transport aérien. Ça ne veut pas dire arrêter de prendre l'avion pour tout. Mais en France, il y a aussi le train, par exemple. Même voilà, si quand il y a des alternatives, on privilégie le train. Merci. Et puis, effectivement, réfléchir notre rapport au voyage. Merci beaucoup, Mathieu Orphelin, député français, Je ne marche plus, édition L'Archipel pour la maison d'édition. Merci à vous.